Salut à tous et bienvenue sur Blabla F1. Aujourd'hui, on va revenir sur le Grand Prix de Singapour 2019 et comment dire que voilà, c'est plus tenable à présent parce que voilà, ça fait au moins 6 courses, 7 courses que les Grands Prix sont bien et ça c'est pas normal. Donc voilà, bon non, que ça continue comme ça, c'est pas grave hein, que les Grands Prix continuent à être aussi riches en action sur la piste, que les Grands Prix continuent à être disputés pour la victoire. Non, c'est pas grave, on va s'y faire, hein. C'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir en Formule 1, c'est pas pour ça qu'on aimait la F1, mais bon, c'est pas grave. Tant pis, hein, moi je prends. Un Grand Prix donc remporté par Sebastian Vettel devant Charles Leclerc et Max Verstappen. On va essayer de revenir en détail pilote après pilote sur la course de chacun et essayer d'être assez concis parce que pendant ces 2 heures de Singapour, il s'est passé beaucoup de choses. Et déjà, j'ai envie de commencer en présentant simplement quelque chose. C'est que il y a des choses, il se passe des choses sur la piste des fois que nous, simples mortels devant nos canapés, on a du mal à comprendre. On peut essayer d'en avoir des interprétations, on peut essayer de comprendre ce qu'il en ressort de la part d'analyses de spécialistes ou des interviews des personnes concernées. Et forcément, quand les situations sont un petit peu ambiguës, c'est dur que tout le monde se mette d'accord. Si par exemple, je vous dis qu'aujourd'hui Vettel a gagné la course, bon bah ça c'est assez factuel, hein. Je pense que c'est assez dur d'être contre ce fait-là, mais pour ce qui est par exemple de ce qui a mené à la victoire de Vettel, est-ce que c'est une erreur de Ferrari? Est-ce que c'est volontaire de la part de Ferrari? Ou est-ce que c'est un simple fait de course? Ça c'est des choses qui peuvent prêter au débat et à la discussion parce que tout le monde ne semble pas d'accord là-dessus. Et quand il y a des points de débat de la sorte, c'est assez récurrent et assez agaçant, devrais-je dire, que les débats se transforment en insultes entre les personnes qui discutent. Le locuteur A aura tendance à traiter le locuteur B de fanboy d'un tel, tandis que le locuteur B dira que le locuteur A est trop aveuglé par sa vénération et son adoration de l'autre pour pouvoir voir la vérité. Plutôt que peut-être on se donne des noms d'appendices aérodynamiques en discutant, on pourrait essayer de trouver un point de terrain d'entente. Et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé déjà sur l'affaire Vettel-Leclerc. Donc, Charles Leclerc était vraiment l'homme en forme de Ferrari ce week-end. Superbe tour en qualification, alors que Vettel a fait une erreur pendant son deuxième tour rapide. Pendant le Grand Prix, Leclerc a bien managé son rythme de course. C'était lui qui donnait le rythme et il a décidé, entre guillemets, de jouer sur la conservation des gommes. De toute façon, il fallait s'y attendre puisque toutes les équipes attendaient une safety car, donc on s'est dit, autant si la safety car arrive dans les premiers tours de la course, autant essayer de ne pas se faire prendre pour des jambons et prendre vraiment l'arrêt au stand le plus tard possible. Cette safety car n'est pas venue et c'est Red Bull qui a voulu commencer la danse des arrêts au stand. Hamilton avait demandé pendant plusieurs tours à ce que son équipe l'arrête. Ça n'a pas... voilà, ils n'ont pas voulu faire l'undercut sur Ferrari pour des raisons que... voilà, on n'a pas encore eu d'explication officielle pour l'instant. Donc, Max Verstappen est sur le point de s'arrêter. Ferrari, voyant que Verstappen va s'arrêter, Verstappen est 4e derrière Vettel, pardon, Ferrari voit une menace de la part de Red Bull, parce que si effectivement on a Leclerc qui est devant, on a aussi Vettel qui est en 3e place. Si Verstappen undercut Vettel, on perd la place. Aussi, il y avait une opportunité de prendre la 2e place à Hamilton et de faire le doublé. Clairement ce qui s'est passé. Donc, chez Ferrari, 2 virages avant la pit lane, on a dit à Vettel à la radio, tu t'arrêtes. Grâce à un super tour de sortie, Vettel arrive avec des gommes plus fraîches à réduire l'écart sur Leclerc et logiquement le repasser quand Leclerc s'arrête. Là, pour Ferrari, c'était une situation un petit peu embêtante parce que, effectivement,
Leclerc avait l'avantage sur la piste, c'est lui qui aurait dû bénéficier de la stratégie la plus avantageuse, mais derrière, Ferrari avait besoin non seulement de protéger sa position vis-à-vis de Verstappen, mais aussi d'essayer de grappiller la place à Hamilton, parce que voilà, on a vu que les rythmes entre les Mercedes, Ferrari et même les Red Bull étaient tellement similaires qu'à la régulière, ça allait être très dur de les passer sur la piste, donc on a essayé au stand. Factuellement, ça a réussi. Maintenant, le problème, bah oui, c'est la course. Leclerc a perdu la victoire comme ça. Vettel a pris la victoire un petit peu par défaut, et je pense que c'est un peu pour ça qu'il y avait cette ambiance assez tendue sur le podium. C'est le premier doublé Ferrari de la saison, premier doublé depuis 2017, dans une saison qui a été très difficile pour Ferrari. Ça devrait être plus réjouissant, mais voilà, il y a ce sentiment peut-être un petit peu pour Leclerc d'avoir perdu la course, encore une fois, pour quelque chose qui n'est pas dépendant de lui, au profit de Sébastien Vettel qui récupère la victoire. Il le sait que c'est en partie grâce à la stratégie, mais il ne faut pas enlever à Vettel cependant qu'il a fait une très belle course, Vettel. Vettel, il a déjà bien su gérer son tour d'entrée et de sortie des stands, surtout son tour de sortie, et aussi pendant la course, je pense que Mercedes a compris que c'était impossible de battre les Ferrari. Oh, j'ai un ami! Ah non, pardon. Bouygues Télécom. J'ai pas payé mes factures. Mercedes a compris que ça allait être dur de prendre la victoire au Ferrari, et vraiment la seule chose que Mercedes attendait, à mon avis, c'est qu'une safety car tombe pour que Hamilton puisse s'arrêter et conserver la tête sur la piste. Là, il n'y a pas eu de safety car, du moins pas dans les premiers tours, et c'était plus possible pour Hamilton de continuer comme ça. Donc déjà, pour terminer avec les Ferrari, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je parle pas du fait que, voilà, c'est Vettel qui termine devant Leclerc, alors qu'à la régulière, ça aurait peut-être dû être l'inverse. Mais je veux dire, pourquoi vous êtes premier et deuxième? Sur la piste où on attendait les Ferrari les moins en forme, où même Ferrari s'attendait sans doute à ne même pas monter sur le podium, ils font 1 et 2. Alors effectivement, hein, la stratégie, les conditions de course ont beaucoup aidé, mais à la régulière, on a vu que les Ferrari étaient plus rapides en qualif. Si Hamilton s'intercale entre Leclerc et Vettel en qualif, c'est parce que Hamilton fait un super tour et parce que Vettel rate son deuxième tour rapide. Sinon, à la régulière, les Ferrari étaient au-dessus. Pas de beaucoup, mais suffisamment pour être devant les Mercedes. Alors, c'est pas un tracé aussi sinueux que la Hongrie, par exemple, où ils étaient à plus d'1 minute des Mercedes et Red Bull, mais c'est quand même un tracé qui demande pas mal d'appui, et il faut croire qu'ils ont trouvé un bon upgrade, et en Russie, la semaine prochaine, sur un tracé qui a l'air assez similaire, au moins au niveau du tracé, que celui de Singapour, bah je pense qu'il faudra les attendre aussi. Et puis Mercedes 4 et 5, ils étaient pas contents les mecs, hein. Ils tiraient la gueule. Moi je les comprends, hein. Au lieu de gagner le titre aux États-Unis, ils vont le gagner au Brésil. Non, c'est triste, c'est triste. Enfin, moi j'aurais les boules à leur place aussi. Mais plus sérieusement, ils ont foiré leur stratégie déjà. Mercedes, enfin, c'est pas qu'ils ont foiré, c'est que ils ont pris un risque. Ils ont pris un risque, ils savaient que la seule option pour battre les Ferrari, c'était d'attendre cette safety car qui n'est pas venue au bon moment. Donc, voilà, maintenant, peut-être il aurait fallu arrêter Hamilton plus tôt. Maintenant, ce que je vais relever, c'est qu'effectivement, il y a eu une bonne course des deux pilotes dans l'ensemble. Hamilton, je ne vais rien ajouter de plus, et je vais revenir sur Valtteri It's James Bottas. Alors, on en a parlé pendant le live hier, et bon, je sais, on est méchant avec Bottas, mais quand tout le monde tourne en 1,45 et on dit à Bottas, il faut que tu tournes en 1,48, sinon tu vas passer devant Hamilton quand il va s'arrêter. Je pense que là, le respect...
Enfin, je sais pas où ils l'ont foutu le respect, mais ouais, non, Là, Bottas, on lui a dit, tu nettoies le parquet avec ta langue, et Bottas, il a fait, oh, d'accord. Les raisons sont les suivantes, d'abord. La stratégie chez Mercedes, c'est celui qui est devant au premier virage, lors de la phase des arrêts au stand, en gros, celui qui est devant bénéficie de la meilleure stratégie. On a arrêté Bottas avant Hamilton pour les raisons que j'expliquais, parce qu'on voulait que Hamilton batte les Ferrari, et Verstappen aussi. Donc on l'a laissé plus longtemps sur la piste en attendant la safety car. Bottas, il fallait l'arrêter aussi, parce que derrière, il y avait quand même Albon qui, même s'il termine un peu plus loin, il restait quand même une menace en quelque sorte pour les Mercedes, et aussi parce qu'il fallait l'arrêter Bottas à un moment ou l'autre. Le truc, c'est qu'en arrêtant Bottas plus tôt, Bottas faisait des meilleurs temps au tour que Hamilton, avec des gommes plus fraîches. Et Mercedes se sont dit, mais en fait, c'est pas juste. En gros, il allait se passer la même chose qui s'est passé chez Ferrari, c'est que le pilote numéro 2, enfin, en termes de position de piste, je parle, allait se retrouver devant le pilote numéro 1 sur la piste. Et ils se sont dit, non, on va pas faire ça à Hamilton. Après, je pense qu'aussi, il y a autre chose, c'est que Hamilton allait ressortir avec des gommes beaucoup plus fraîches que celles sur lesquelles allait être Bottas en fin de course, et Verstappen aussi. Donc, on s'attendait peut-être à ce que, à la régulière, Hamilton puisse aller chercher Verstappen en fin de course. Et il faut voir qu'en fin de course, Hamilton était très pressant sur Verstappen, mais ça n'a pas été suffisant pour qu'on le passe. Maintenant, Bottas, il en est à ce stade-là, le pauvre garçon. On lui dit, faut que tu roules 3 secondes au tour moins vite pour pas que tu passes ton coéquipier. Et bon, déjà on lui a dit de le faire, et enfin, surtout c'est qu'il l'a fait, ce con. Pardon. On sait que Bottas, entre guillemets, il a l'esprit d'équipe, il prend sur lui, mais il y a un moment, Nico Rosberg, il a pas pris le titre à Hamilton en étant sympa sur la piste, en écoutant les consignes d'équipe. Au contraire, c'est en étant un fumier que Rosberg, il a réussi à s'en sortir. C'est pas en étant des gentils toutous que Senna et Prost, ils sont devenus champions du monde quand ils étaient l'un face à l'autre. Donc, si Bottas a sincèrement le désir de, voilà, hein, je le rappelle, gagner le titre de champion du monde, bah ouais, voilà. Mais bon, ça c'est un autre débat, et c'est assez dur de voir que non seulement Bottas, quand il s'agit d'être agressif en piste, il a pas ce qu'il faut, enfin je reviens sur Monza, mais aussi c'est triste de voir à quel point la considération de l'individu en tant que tel chez Mercedes est... Enfin, voilà, c'est cruel, je trouve, de dire ça à son pilote. Je sais pas si dans beaucoup d'autres équipes, il y en aurait beaucoup qui auraient écouté. Mais bon, on va revenir rapido sur les Red Bull. Les Red Bull, elles ont réussi à challenger les Mercedes déjà à la régulière, et c'était à peu près au même niveau. Verstappen, c'était la 3e place en qualif s'il faisait pas une erreur dans son 2e tour rapide aussi. Et de toute façon, on s'attendait à ce que les Red Bull soient fortes ce week-end. Pas suffisamment apparemment. Verstappen, j'ai rien à dire, il a été bon tout le week-end comme d'habitude, rien de flamboyant en soi, mais bon, il a réussi à tenir les Mercedes et grimper sur la 3e marche du podium. Pour ce qui est d'Alex Albon, si on fait le ratio, en 3 courses, il a fait 2 6e places. C'est le minimum qu'on attend de la 2e Red Bull, et c'est exactement ce qu'il faut faire pour lui. Surtout que, bon, il y a eu la safety car en fin de course, mais il termine à 6-7 secondes de Bottas en fin de course, sachant qu'on lui a demandé de baisser son rythme pour conserver ses gommes et un peu son power unit. Donc, c'est pas pour encenser Albon, j'étais le premier détracteur d'Albon, entre guillemets, depuis le début de la saison. J'étais le premier à dire que je ne croyais pas en lui parce que en F2, il m'a jamais fait rêver. Il était bon, mais un coup comme ci, un coup comme ça. Dans les catégories précédentes, il a jamais rien gagné. Enfin, il a jamais gagné de titre. J'avais vraiment la sensation qu'il était là par défaut, et depuis ce début de saison, même si il n'a pas dominé Kvyat, même s'il est encore loin de Verstappen,
il apporte les résultats, le strict minimum qu'on lui demande. Sur un circuit qu'il faut le rappeler, Singapour, il ne le connaît pas, les rookies ne connaissaient pas Singapour, ils n'y ont jamais roulé. Je trouve qu'il s'en est vraiment bien sorti sur une voiture qu'il connaît depuis 3 Grands Prix. Donc Albon, je t'applaudis mon garçon, je pense pas que t'es de la trempe de Max Verstappen, mais je pense que tu as un bon potentiel et je pense que si tu continues sur cette lancée, le baquet il est pour toi la saison prochaine. Parce que bon, transition avec l'écurie B, Toro Rosso, Pierre Gasly, c'est la 8e place, et... Comment dire, cet été, je sais pas si je l'ai dit, mais je ne pense pas l'avoir dit parce que j'osais sans doute pas le dire, c'est que c'est presque une bonne chose que Gasly soit retourné chez Toro Rosso, parce que il connaît, entre guillemets, mieux la voiture, en tout cas, il arrive mieux avec cette voiture qu'il y arrive avec la Red Bull. Mais à côté, il y avait le fait qu'il retournait effectivement chez Toro Rosso, mais c'était pas son équipe qu'il avait la saison dernière, c'était celle de Hartley qu'il a récupérée, puisque son équipe de la saison dernière, ses ingénieurs, ses mécaniciens, c'est Kiat qui les a récupérés, et ils n'allaient pas les échanger mi-saison. Donc il arrivait quand même dans un environnement familier, mais avec une nouvelle équipe, avec le coup au moral de se dire paf, il s'est pris une balle dans le ventre de Red Bull qui l'avait protégé depuis le début de la saison, qui l'a relégué. Donc il y avait l'aspect moral, mais là, sur ces 3 Grands Prix, Pierre Gasly, bordel! Mais il est bon! J'ai l'impression de revoir le Gasly de la saison dernière, j'ai l'impression que il y a ce qui s'est passé entre Melbourne et Budapest de cette saison, ça n'a jamais existé pour lui, et qui reste sur sa lancée de 2018 dans la Toro Rosso. C'est incroyable, c'est incroyable. Je vais pas dire qu'il met la misère à Kiat, hein. Il y a eu 3 Grands Prix, mais sur ces 3 Grands Prix, il a été au mieux dans le même rythme que Kiat, et dans le meilleur des cas, comme ce week-end, et à Spa, il a été dans un meilleur rythme tout le week-end, il a fait des dépassements sur la piste, il a été agressif, c'est le seul pilote, que je dise pas de bêtises, hein, c'est le seul pilote, oui, qui a commencé la course en hard. Il a commencé la course en pneus durs, il pointait à la 2e place lors de la phase des arrêts au stand. Merci Pierre, merci de t'être relevé, de ne pas t'être laissé abattre par ce coup dur. Je pense que malgré tout, pour retourner chez Red Bull, ça va être difficile parce que Albon, malgré tout, il fait le café pour l'instant, et Pierre, il a montré qu'il avait beaucoup trop de mal avec cette Red Bull, mais il est en train de prouver que dans la Toro Rosso, bordel, il a le potentiel, le mec. Donc ça me fait vraiment plaisir pour lui, et quand on voit la banane qu'il avait... non, je parle pas du fruit, je parle du sourire, qu'il avait après le Grand Prix, il était content, et ça me fait plaisir. Pour ce qui est de Daniel Kiat, il avait déjà la tête à la maison, le mec, en Russie la semaine prochaine, parce que ce week-end, en qualif, il s'est fait, je sais plus combien il y avait, mais Gasly était largement devant de 2-3 dixièmes sur l'ensemble du week-end. En course, ça a été le premier à s'arrêter, si je dis pas de bêtises, il n'a pas réussi à faire tenir ses pneus médiums, alors qu'à côté Gasly, voilà, il était en hard, et il avait un meilleur rythme. Kiat, il a aussi eu cet accrochage avec Raikkonen. Je vais pencher, entre guillemets, pour un incident de course. Mais ça reste du beau 70-30 au moins en faveur de Kiat. Parce que c'est pas un virage, là où il a doublé, c'est pas un virage où tu peux plonger à l'intérieur à la dernière minute, parce que c'est un long gauche. Qu'est-ce qu'il voulait qu'il fasse? Que Raikkonen, à la dernière seconde, il se décale à droite pour lui laisser la place. Et même si Raikkonen faisait ça, Kiat allait beaucoup trop large et Raikkonen allait sans doute le dédoubler à la ligne droite. Donc cette manœuvre était stupide en soi. Même si l'accrochage Raikkonen aurait peut-être pu l'éviter, c'est pas bien Daniel, mais il a fait une bonne saison jusque-là. On l'a renouvelé pour la saison prochaine, donc j'espère le revoir en forme à la maison dans 15 jours. Maintenant, pour ce qui est des McLaren, Lando Norris, c'est la 7ème place, j'ai pas grand chose à dire, il a été très discret ce Grand Prix, mais il a fait quelques belles petites manœuvres à la fin sur Magnussen,
Il a réussi à ramener des points importants, aussi bien pour lui, après une grosse phase de malchance, que pour son équipe. Alors que Carlos Sainz, sa course a été finie dès le premier virage, il s'est fait harponner par Hülkenberg. C'était un peu audacieux de la part d'Hülkenberg, je pense. Mais bon, incident de course, les commissaires en ont décidé autant, je crois. Mais ouais, il a passé très longtemps au stand, il avait un tour de retard Sainz, et malgré tout, il arrive à terminer 12e. Il a profité des safety cars pour se défaire de son tour de retard, mais il est bien remonté. Et maintenant, voilà, une course à oublier pour lui. Pour ce qui est des Renault, c'était votre week-end, les mecs. C'était votre week-end. Déjà, je ne m'attendais pas. Et la semaine dernière, avec Meltzen et le circuit, quand on en parlait en live, on s'attendait peut-être pas à ce que les Renault soient autant compétitives sur ce tracé, et elles s'en sont pas mal sorties. Les deux étaient dans le top 10 en qualif. Alors Ricciardo a été disqualifié des qualifications aussi parce qu'il a triché, le mec. Il a excédé, je sais plus quoi, la pression de la puissance de son moteur, et ça lui a donné un gros avantage de 1 millionième de seconde. C'est clairement grâce à ça qu'il est passé en Q2. Mais bon, je suis cynique, pardon, mais bon, c'est le règlement, malheureusement, c'est le règlement. Oui, quand il y a une infraction au règlement, il faut la sanctionner. J'allais dire qu'on laisse une marge de manœuvre, mais vous savez ce que c'est, les écuries de la Formule 1, on donne un bout d'ongle et ils nous prennent le bras, donc ouais, faut pas leur laisser la moindre marge aux équipes, sinon tout le monde va vouloir grappiller ce millionième de seconde. Mais bon, c'est pas grave, Ricciardo, il a fait une belle remontée, il faisait une belle course, et pareil, cet accrochage avec Giovinazzi, qui lui a donné une crevaison vers la fin de la course. C'est dommage pour Danieri, qui faisait vraiment une belle remontée, il était rapide, et cet accrochage qui n'était pas nécessaire en plus. Alors j'en profite, hein, il y a eu beaucoup d'accrochages pendant ce Grand Prix, merci les commissaires. Vraiment, merci la FIA, merci les stewards. Plus de pénalité. Je suis persuadé, vraiment, pardon mon bureau, je suis persuadé que si tout ça s'était passé en début de saison ou la saison dernière, là, les 5 secondes de pénalité, elles auraient plu. Donc là, ça fait vraiment du bien que, voilà, c'est du roue contre roue, c'est costaud, c'est un petit peu vilain de temps en temps, mais c'est la course et c'est ce qu'on aime voir. Maintenant, donc voilà, cet accrochage avec Giovinazzi, c'est de sa faute, hein, Giovinazzi pouvait rien faire, Ricciardo, il a fait un peu comme sur Kvyat sur Raikkonen, il a vraiment plongé à l'intérieur et il pouvait pas grand faire chose d'autre. Vous avez compris le sens de ma phrase, même si ça voulait rien dire. Pour ce qui est de Hülkenberg, il a gâché sa course au premier virage, lui aussi. Mais pourtant, les deux pilotes, ils ont fait une belle course chez Renault, il y avait un beau potentiel. Hülkenberg, il sauve la 9e place, et c'est toujours mieux que rien. 2 petits points, ça permet d'amoindrir les dégâts, parce qu'il y a Toro Rosso qui marque un petit peu plus de points, ainsi que McLaren ce week-end. Antonio Giovinazzi est le 6e pilote cette saison à mener un tour pendant une course. Je pensais jamais dire ça de ma vie. Ouais, Antonio Giovinazzi, premier Italien, ouais bon, on s'en fout de la statistique, premier Italien à mener un Grand Prix depuis Fisichella en 2009, Alfa Romeo, première voiture non Mercedes, Ferrari ou McLaren, ou Mercedes, pardon, je confonds toujours les Mercedes et les McLaren, première voiture non Mercedes, Ferrari ou Red Bull à mener un Grand Prix depuis 2015, où c'était Felipe Massa avec Williams. Attends, t'es sûr que Williams a déjà mené un Grand Prix? Bref, donc Giovinazzi, encore une fois, il reste sur une belle lancée. Celle de Spa, celle de Monza. Alors à Spa, il y a eu le crash. Mais il reste sur une belle lancée. Il était devant Raikkonen tout le long du week-end encore. On sait qu'ils ont eu un problème en FP3, je crois, où ils ont raté 1 heure de roulage pour Raikkonen. Mais malgré tout, il était là, il a bien géré ses gommes, je crois que c'est le dernier en médium à s'être arrêté. Arrêté un peu trop tard, sans doute, il y a eu la safety car juste après, ça a joué contre lui. Mais voilà,
parce qu'à la régulière, il était devant Gasly avant l'arrêt au stand, donc il aurait sans doute pu aller chercher la 8e ou 7e place, mais ça reste un petit point important pour lui et pour Alfa Romeo. Raikkonen, j'ai pas grand chose à dire honnêtement, il n'était pas trop dans le coup ce week-end. Est-ce que c'est la voiture qui lui convient moins? Est-ce que c'était une histoire de réglage? Je sais pas. Ou est-ce que c'est Giovinazzi qui est en train de simplement l'éclater? Je pense que c'est juste qu'il a du mal avec la voiture. Mais bon, on va voir pour la suite pour lui. Pour ce qui est des As, Romain Grosjean termine à la 11e place, en étant parti d'assez loin. Et il a mené un début de course complètement anonyme. Il s'est bien défendu face à Hülkenberg pendant les premiers tours. Mais ensuite, voilà, il était au fond, il a eu cet accrochage avec Russell. Et après, bah, c'était... comment dire? Oui, il termine à plus de 17 secondes de la 10e place. Mais quand on voit le rythme de sa As, je pense que c'est un bon résultat pour lui. Et il a bien réussi à tenir le groupe derrière lui. Donc il y avait Sainz, Stroll, Ricciardo, Kvyat qui faisait pression. Donc bravo à lui. Maintenant, ce que je vais dire sur la As, et c'est un petit peu ce que j'exposais pendant le live, c'est que peut-être la As, faut pas l'attendre sur la fin de la saison. Et encore moins Grosjean, parce que Grosjean, si vous voulez, la As, c'est comme une voiture faite en Lego. D'un week-end à l'autre, on change les pièces, voir ce qui marche pas. On prend des vieilles, on prend des nouvelles, on les mélange, parce que ce week-end, il avait la spec de Melbourne avec le nouvel aileron avant. En plus, c'est une décision qui a été prise à la dernière minute, donc ils n'ont pas pu régler la voiture en fonction de ça. Donc, il y a cet aspect de la voiture Lego, quoi, chez Haas. Et pour Grosjean, bah, c'est le pilote de développement de la voiture. Donc, ouais, évidemment, hein, il est là pour faire des résultats, mais en même temps, il sert de rat de laboratoire, entre guillemets, avec cette voiture, mais de toute façon, quand on voit où est Haas, ils vont pas pouvoir aller chercher la 8e place, et c'est pas Williams qui vont venir leur chipper la 9e. Donc voilà, qu'ils se concentrent sur 2020, et puis qu'ils le fassent maintenant, quoi. Pour ce qui est de Magnussen... C'était pas pour moi. Pour ce qui est de Kevin Magnussen, il faisait une bonne course. La Haas avait un rythme, elle avait un bon rythme. Sa Haas ce week-end, il avait des bons points en vue, mais il a une excuse. Il a une excuse parce qu'il s'est fait bouffer en fin de Grand Prix. Non, mais comment je peux dire ça sans passer pour un con, moi aussi? Bon, de toute façon, c'est leur excuse à eux. Il y a un emballage de sandwich qui s'est coincé dans la voiture et ça a perturbé l'aérodynamique. Oui, je sais, c'est... Voilà, hein, on est d'accord, c'est pourri. Même eux, ils ont dit... Voilà, c'est pourri comme excuse. Mais si tu veux, c'est un peu comme quand t'as perdu ton cahier à l'école et que tu dis, bah, j'ai fait mes devoirs, mais j'ai perdu le cahier, si tu veux. C'est une excuse de merde, mais c'est vrai. Bon, ça montre déjà à quel point un rien peut détruire l'aéro de ces voitures. Un emballage de sandwich. Purée. Mais de toute façon, on avait eu la même chose avec Raikkonen, je sais même plus où, en début de saison, où il avait dû s'arrêter au stand parce qu'il y avait un bout de papier qui s'était coincé. Il avait un de ses tear-off, les machins des visières, un de ses tear-off qui s'était coincé dans un de ses radiateurs. Ils ont dû l'arrêter au stand, sinon ça surchauffait. Voilà, ces voitures, elles sont en porcelaine, si tu veux. Le moindre truc, ça peut tout casser. Mais bon, pas grand-chose d'autre à ajouter là-dessus pour ce qui est des Racing Point. Pérez, il était bien remonté, Pérez. Il partait de loin. Bon, il s'était pris 5 places de pénalité à cause d'un changement de boîte de vitesse. Et aussi à cause, je crois, d'une aventure avec Magnussen en essai libre. Mais il était bien remonté, il faisait une bonne course avant qu'on lui dise de ranger sa voiture. Il était en 9e place, je crois, à ce moment-là, donc c'est dommage pour lui.
Il y avait des bons points potentiellement. Stroll avait un bon rythme aussi. Le problème de Stroll, bah, c'est qu'il a touché le mur. Tout seul comme un grand, hein. Juste après la safety car, il a touché le mur et il a dû se réarrêter pour changer son aileron avant. Et peut-être, simple théorie, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, Stroll, super course, bon dépassement, bonne gestion des gommes, mais est-ce que peut-être s'il essayait pas de se qualifier au moins en Q2, juste en Q2 déjà, est-ce que peut-être s'il faisait ça, il pourrait pas avoir des meilleures places? Je sais pas, théorie, vous me dites, c'est fou, je sais. Et essaie de te qualifier au-delà de la 17ème place, Stroll, et peut-être, franchement, peut-être que ça pourra mieux se passer en course. Théorie. Bref, ça a été une saison très difficile pour Williams. Et, faut le dire, ils ont remonté la pente. Ils ont remonté la pente parce que, bon, oui, ils ont profité des safety cars pour pas trop terminer loin. Enfin, surtout Kubica, parce que Russell, ça a été la raison de la première safety car. Ils se sont battus. On a vu Russell et même Kubica se battre avec, surtout les As et un peu les Alpha. Enfin, un peu Raikkonen plutôt. Et c'est cool. C'est cool, vraiment cool. Déjà, pour Russell... Pour dire un mot sur l'accident avec Grosjean, bah, je sais pas. De toute façon, les commissaires ont décidé qu'il n'y avait rien. Et pour moi, c'est un incident de course. C'est-à-dire que c'est autant de la faute de Russell que de Grosjean. Pourquoi c'est de la faute... Alors, c'est encore... voilà, il y a des gens qui s'entretuent pour essayer de prouver à quel point ils ont raison. Non, c'est pas en tuant le mec avec qui tu parles que tu prouveras que t'as raison, mec, mais bon, c'est pas grave. Enfin, il pourra pas, forcément, hein, le mec, il pourra plus te dire non, mais en même temps, il y aura... Bref. Pourquoi c'est de la faute de Grosjean? Grosjean avait perdu ce virage. Il l'avait perdu et... voilà, en termes de vitesse, il aurait sans doute eu une mauvaise sortie de virage par rapport à Russell. Et voilà, il l'aurait pas repassé après, je pense. Et c'est pour ça que même si c'est un incident de course, je donnerais peut-être plus une part de tort à Russell là-dedans, 60-40 par exemple, parce que il ferme trop la porte, Russell. En fait, il fait comme si Grosjean avait déjà abandonné le combat. Et le truc, c'est que à cause des murs, je sais, c'est chiant, c'est machin, à cause des murs, Grosjean, il pouvait pas lui donner plus de place, parce qu'après, bah, il tapait le mur. Donc voilà. Au lieu de fermer la porte, il restait sur sa ligne, il laissait une voiture d'écart. De toute façon, je pense qu'il l'avait largement, ce virage, il avait des gommes plus fraîches, il avait voilà, il avait plus de vitesse, donc il serait resté devant Grosjean. Il n'avait pas besoin de refermer la porte comme ça. Maintenant, Russell, un rookie qui n'a pas l'habitude de se battre dans un peloton de Formule 1, faut pas l'oublier, il a passé la plupart de sa saison à mettre des tours à Kubica et à se faire mettre des tours par les autres, et à enchaîner les tours de qualif. C'est tout ce qu'il a fait pratiquement cette saison, Russell. C'est le métier qui rentre. Je comprends qu'il soit pas content de terminer sa course comme ça, Russell, mais quand même, on se calme un petit peu sur le caractère, George, s'il te plaît. Parce qu'il tirait vraiment la gueule, quoi. Enfin, même encore après, c'était assez violent. Bon, un mec, voilà, ça, t'as perdu, enfin, t'abandonnes, mais t'étais 16ème, quoi. Mais bon, c'est pas grave, j'aime beaucoup Russell, hein, attention, pour moi il était excellent en F2 et je pense qu'avec une meilleure voiture, il serait sans doute très très bon. Russell, il ferait au moins aussi bien que Norris dans la McLaren, je pense. Donc voilà, énormément de frustration de sa part, mais le métier continue à entrer. Et pour ce qui est du Bébert, Kubica... Bon, on le savait maintenant, on en est sûr, il sera pas en Formule 1 l'an prochain. Voilà, il a dit qu'il voulait plus... Enfin, qu'il partait de Williams. Je vais être honnête, est-ce que c'est lui qui a pris les devants avant qu'on le mette à la porte, ou est-ce que c'est Williams qui lui ont dit on va pas te renouveler et
on veut bien te laisser dire que c'est ta décision. Déjà, bon, je vais dire une chose, il a fait un super week-end, Kubica. Oui, il était encore battu par Russell, mais il n'est pas humilié, enfin pas autant que c'était le cas en début de saison. Le Grand Prix de Singapour, c'est le plus physique de la saison, et le mec, il a tenu les 2 heures. Avec un bras, enfin quand vous voyez son bras, mais comment il conduit une F1 ce type, juste à la force du caractère, et on sait que déjà Kubica, même avant dans les années 2000, quand il était là, il montrait une énorme force de caractère. Ce mec, c'est un modèle vraiment pour beaucoup de sportifs, et vraiment ce qu'il a accompli ce dimanche, à se battre en faisant des dépassements, en défendant sa position, dans des conditions terribles, surtout qu'il a eu un accident le dimanche dernier. Vous l'avez vu, il avait le nez cassé, je crois qu'il avait même mal à l'épaule gauche, c'est-à-dire le bras qui continue de marcher normalement, quoi. Et ben malgré tout, malgré ses douleurs, il a tenu le coup, et c'est déjà phénoménal, Kubica. Donc, le mieux que je lui souhaite pour l'avenir, c'est de trouver un baquet dans une bonne compétition. On parle de DTM pour la saison prochaine. Je l'espère pour lui. Qu'il fasse de la course. Et aussi, peut-être, j'ose l'espérer, que comme la plupart des rebuts de la Formule 1, il va finir en tant que pilote de développement chez Ferrari. Non, mais pardon, ou ce sera Hülkenberg, sans doute ça. Mais parce que, voilà, Kubica, il était déjà en relation pour ce boulot-là la fin de saison dernière. Si Hartley ou Wehrlein se barrent, peut-être que ça laissera une place, je sais pas. En tout cas, je vais m'arrêter sur ces digressions, parce que ça fait à peu près une bonne 40aine de minutes de digression. Mais de la digression, j'ai parlé de la F1, donc c'est pas trop des digressions. Faut que j'arrête de digresser. Merci d'avoir suivi, je vous laisse me faire savoir dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Est-ce qu'il y a des points que je n'ai pas soulevés, que vous voudriez soulever, des points avec lesquels vous n'êtes pas d'accord avec ma vision des choses? Je suis là on est là pour échanger, après tout. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram et Twitter, les liens sont dans la description. Sur le Discord de Formule X, le lien est également en description, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel instant Blabla F1.